Bonjour les jeunes, comment allez-vous? Vous me manquez beaucoup mes élèves. On va commencer aujourd'hui le dernier chapitre de la vengeance. Après la fuite, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu réaliser la vengeance des deux amis qui étaient responsables de son injustement? Bien sûr, d'après la fin du deuxième chapitre, on a pu savoir et comprendre qu'il a retrouvé le trésor dans une grotte qui se trouve dans l'île de Monte Cristo. Il se nomme Comte de Monte Cristo. Il faisait le tour du monde. Il achète esclaves Ali et Edi. Il connaît un jeune qui s'appelle Albert en Italie et le comte a sauvé Albert des mains de bandits qui voudraient l'enlever pour le tuer et le voler. Et depuis ce jour-là, c'était la forte naissance d'amitié entre les deux jeunes hommes. C'est pourquoi on va commencer, mes élèves, par chapitre 3, par la visite de ce jeune homme Albert. Puisque Dantès est allé vivre à Paris pour qu'il prépare sa vengeance, il a commencé par la visite de la seule personne qu'il connaît là-bas, c'est Albert, qu'il invite au déjeuner, il lui fait visiter son pavillon. Au moment de cette visite, Dantès remarque la présence d'un portrait qui resplendit, qui brille. Il est étonné, il ne croit pas à ses yeux. Il s'approche de plus en plus, il est étonné parce que c'était le portrait de Mercedes. Alors, il a dit à Albert, c'est ta fiancée. Bien sûr, Albert renie complètement cette idée et informe Comte de Monte Cristo qu'elle est sa mère. Albert raconte au comte de Monte Cristo l'histoire de ce portrait. Mercedes se fait peindre ce portrait il y a plusieurs années. Elle a apporté un peintre qui l'a peint pour présenter ce tableau comme un cadeau à son père, c'est-à-dire au père d'Albert. Fernand, le comte de Morcerf, dès qu'il voit ce tableau, il s'énerve, n'accepte pas de le prendre. Alors, il refuse complètement d'accepter ce cadeau. C'est pourquoi Mercedes l'a donné comme un cadeau à son fils. Alors, entre les lignes, pourquoi? Quelle est la raison du refus de Fernand? D'abord, parce que Mercedes se fait peindre le portrait en portant les habits des Catalans, l'ancien quartier, le nom du quartier où ils vivaient ensemble au début de leur vie, quand il est encore jeune. Alors, dès qu'il voit les habits de Mercedes, il se rappelle les premiers jours quand il était encore pauvre pêcheur, il se rappelle le premier jour de sa méchanceté et qu'il était la raison d'emprisonner Dantès, son ami. Alors, ils ont quitté le pavillon d'Albert. Ils se dirigent vers les pavillons des parents d'Albert, qui sont trop pressés, qui sont trop hâte à rencontrer la personne qui a sauvé la vie à leur fils unique. Et ils sont entrés dans un salon du pavillon des parents. Dantès a remarqué la présence d'un autre portrait, mais celui du comte de Morcerf en portant ses habits officiels. Et il comprend d'Albert que ce Fernand est le père de la France, c'est-à-dire le deuxième homme du pays après le roi. Au moment où il regarde attentivement le portrait, une porte latérale s'ouvre, le comte de Morcerf entre. La surprise totale pour nous en tant que lecteurs est qu'il ne reconnaît pas son ami. Au contraire, il le salue chaleureusement. Il le remercie infiniment grâce à son geste généreux de sauver la vie à leur fils unique. Il lui parle avec force, il lui parle avec passion, avec émotion de voir la personne qui a sauvé la vie à son fils unique. Au moment de cette forte discussion, on remarque l'ouverture d'une autre porte latérale qui s'ouvre et c'est Mercedes qui entre. La jeune, la belle, l'amante, bien sûr, elle le reconnaît dès qu'elle le voit. Elle a eu un vertige tout de suite. Elle n'arrive même pas à avancer un seul pas et se penche sur la poignée de la porte. Elle ne croit pas à ses yeux. Albert, son fils, bien sûr, s'inquiète, court vers elle pour se rassurer de sa mère et de sa nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle avait? Mais elle a beaucoup rassuré son fils et en même temps, elle s'excuse que la raison de ce vertige, bien sûr, en prétendant, c'est pas la vérité, bien sûr, que c'est dû à la chaleur de la chambre ou parce qu'elle vient de voir pour la première fois la personne qui a sauvé la vie à son fils unique. Alors,
elle reste à le remercier éternellement. Elle voudrait l'inviter à passer la journée chez eux. Mais le comte, à cet instant, s'excuse, lui promet un autre jour parce qu'il était encore dans ses premiers jours d'installation. Alors, il quitte le château de Fernand et il commence par la vengeance de Fernand. Pourquoi? Pour quelle raison? Grâce à la présence de 3 personnages essentiels, comme vous voyez devant vos yeux. Albert, Heidi et Beauchamp. Et on va découvrir petit à petit l'identité de chacun et son rôle, son importance dans la vengeance de Fernand. Albert, bien sûr, comte de Monte Cristo, à travers cette relation amicale, il commence à avoir beaucoup d'informations à propos de la vie de comte de Morcerf en tant qu'un homme politique de grande valeur. Et maintenant, c'est Heidi, la deuxième personne qui a aidé Dantès dans sa vengeance. C'est l'esclave qu'il avait acheté. Au début, elle avait 11 ans seulement, mais après plusieurs années, quand elle est devenue une jeune et belle fille, elle est tombée amoureuse du comte de Monte Cristo. C'est pourquoi elle décide de raconter sa vie au comte de Monte Cristo, son identité. Elle a commencé à lui dire qu'elle n'était pas une esclave par nature ou par famille, mais elle était la fille d'un homme qui s'appelle Ali Pacha Tebelen. Il était un gouverneur turc dans une ville qui s'appelle Janine, qui se trouve en Grèce, Lyonnais. Et le Moyen-Orient était sous l'autorité de l'Empire ottoman. Son père aussi, le gouverneur turc sur une ville grecque, suit et poursuit l'empereur ottoman. Alors, quel est le problème qui a été déclenché entre le père de Heidi et l'empereur? Ali Pacha, le père de Heidi, a disputé avec l'empereur. C'était une forte dispute. Et Ali Pacha a décidé d'être indépendant de l'Empire ottoman. C'est pourquoi il demande l'aide de la France. Tout de suite, la France, en tant qu'un pays étranger, elle a envoyé une armée présidée par quelqu'un qui s'appelle Fernand Mondego. Fernand Mondego. Il était un homme traître, méchant, vénal, qui a beaucoup d'argent, matérialiste. Bien sûr, Fernand, c'est un nom très inattendu de Dantès. Fernand. Alors, il demande à Heidi de lui expliquer quelles sont les fautes de cet homme et pourquoi Heidi dit qu'il est méchant, qu'il est vénal. Elle explique au comte de Monte Cristo qu'il a fait 2 grands crimes après la mort de son père. Où le premier crime a causé la mort de son père. Le premier crime, qu'il a vendu les portes de Janine, qui protège sa ville Janine, prend de l'argent des Turcs qui sont les ennemis de son père, ouvre les portes de sa ville Janine aux ennemis de son père qui sont les Turcs, et les Turcs entrent malheureusement et ils tuent Ali Pacha. Et le deuxième crime, au lieu d'être honnête et d'être le confident de la femme et la fille de Ali Pacha, comme Ali Pacha le lui a demandé, au contraire, il a vendu Vassili, qui est sa femme, et Heidi, sa fille, comme esclave à un marchand arménien. Mais la mère de Heidi, la pauvre, elle est morte à cette époque. Elle n'a pas pu supporter l'humiliation, elle n'a pas pu supporter l'idée d'être vendue comme une esclave et de continuer sa vie comme une esclave après qu'elle était une princesse et la femme d'un gouverneur. Et Heidi confirme au comte de Monte Cristo, grâce à lui, grâce au rachat du comte de Monte Cristo à Heidi, elle allait souffrir tout le reste de sa vie. Le troisième personne, c'est Beauchamp, qui est l'ami d'Albert et qui est journaliste en même temps très connu dans tout Paris par son honnêteté et sa sincérité. Il est honnête, il est sincère. C'est pourquoi le comte de Monte Cristo lui raconte l'affaire de Janine, l'histoire de Heidi. C'est pourquoi
le comte de Monte Cristo lui raconte l'affaire de Janine, l'histoire d'Heidi, qu'elle était victime de la méchanceté de Fernand. Le comte de Monte Cristo lui révèle à Beauchamp qu'il sait que Beauchamp est l'ami d'Albert. Mais en même temps, le comte de Monte Cristo est sûr et certain que Beauchamp, un homme, n'accepte pas l'injustice. Et le comte lui a demandé de publier un article dans le journal qui dénonce Fernand. Et vraiment, on a publié un article qui dénonce toute l'affaire de Janine et ce qui s'est passé à Heidi et à sa famille, à son père et à sa ville. Bien sûr, Albert s'énerve. Après avoir lu l'article, il ne croit pas à ce qu'il vient de lire. Il s'énerve que son ami parle mal de son père. Albert, au début, ne croit pas à cet article. Et il dit que cet article révèle des mensonges. C'est pourquoi il visite le comte de Monte Cristo pour discuter avec lui. Il est très furieux, il ne comprend pas comment son ami ose mal parler de son père. C'est son ami intime. Mais on a remarqué que le comte de Monte Cristo est malin. Il le rassure, il lui demande de se tranquilliser, qu'il n'y aura pas de problème. On va comprendre pourquoi, quel est l'objectif et quelle est l'intention du comte de Monte Cristo de calmer et de rassurer Albert. On va comprendre. Albert, dans l'état de la colère et de la fureur, il visite le comte de Monte Cristo, il se plaint de son ami Beauchamp, il dit que Beauchamp révèle des mensonges et il veut endommager la vie de Morcerf. Le comte de Monte Cristo reste trop tranquille à l'écouter attentivement. Après qu'Albert avoir fini toutes ses paroles, on remarque que l'attitude de comte de Monte Cristo, il le rassure. Il lui dit: pourquoi tu es inquiet, mon petit Albert? Fernand, c'est pas le comte de Morcerf. Fernand est connu actuellement par le nom de comte de Morcerf. Il y a très peu de personnes qui connaissent que le comte de Morcerf, l'homme politique très connu, très célèbre, c'est Fernand, le pauvre pêcheur. Après plusieurs jours, vraiment, comme comte de Monte Cristo a confirmé à Albert, aucune nouvelle, personne ne fait allusion entre les deux noms. Personne ne savait que les deux noms sont pour une même personne. Et quel est l'objectif du comte de Monte Cristo? Il voudrait calmer Albert pour ne pas chercher Beauchamp. Pourquoi? Parce que le comte de Monte Cristo voudrait que Beauchamp ait le temps de voyager à Janine, de se vérifier par lui-même de tout mot qu'il a publié. Parce qu'il voudrait que Beauchamp soit certain de ses paroles. Et vraiment, après un temps, Albert essaye de le chercher. Il a toujours une question à la tête. Pourquoi? Pourquoi, mon ami, tu as fait comme ça? C'est toujours une question qui se répète. Mais à cet instant, Beauchamp est introuvable dans tout Paris. Pourquoi? Parce que Beauchamp a voyagé comme a planifié comte de Monte Cristo. Beauchamp, après un certain temps, rentre à Paris. Après un temps. Et la première action, la première visite qu'il a accomplie, c'est de rendre visite à son ami Albert, son ami intime bien sûr, pour lui expliquer ses raisons. Mais Albert, le pauvre, dès qu'il l'a vu, il allait l'étrangler. Mais il n'a pas réalisé son idée parce que Beauchamp le rassure, lui explique la vérité, qu'il a voyagé par lui-même et qu'il a la preuve dans sa poche. Albert s'exclame: quelle preuve? Tu voudrais accuser injustement mon père? Je ne te crois pas. Beauchamp lui a dit: écoute-moi, mon ami. Voilà, la preuve, c'est le papier qui contient les noms des 4 témoins que j'ai rencontrés là-bas à Janine et qui avaient tout raconté de tout ce qui passait à Janine il y a 20 ans. En plus, je m'excuse trop, pauvre Albert. Ces 4 témoins ont décidé de faire une cause contre ton père. Albert, le pauvre, bien sûr, je rejoins ses sentiments douloureux à cet instant. Il est triste, il se laisse tomber sur une chaise de la forte surprise. Il ne croit pas à ce qu'il vient d'écouter. Est-ce vraiment son père est de cette méchanceté? Et malheureusement,
les événements passent vite. On a publié un autre article qui révèle et dévoile dans toute la société parisienne et directement que Fernand est comte de Morcerf. Alors, le scandale est connu dans toute la société de Paris. Malheureusement, c'est le jour du jugement du comte de Monte Cristo. Au tribunal, qu'a fait le juge? Le juge écoute d'abord la défense des 4 témoins qui racontent honnêtement tout ce qui s'est passé à Janine il y avait 20 ans et toute l'affaire de Janine. Ensuite, c'est qui, bien sûr, qui va être jugé, qui est nécessaire, le plus important dans cette cause, comte de Morcerf, Fernand, qui entre d'abord en montrant sa bonne foi, en portant ses habits officiels, ne s'occupe de personne, et il commence son courage, même son audace, à dépasser les limites, parce qu'il commence sa défense par démentir les 4 témoins et insiste au juge que ces 4 témoins veulent sa ruine, que ces 4 témoins sont méchants, que ces 4 témoins sont jaloux de lui et que ces 4 témoins ont un cœur rempli de rancune et d'envie contre lui. Bien sûr, le juge l'écoute attentivement. Durant cette période, durant son témoignage, on remarque le huissier qui se trouve à la porte du tribunal El Hagib, qui donne un papier au juge qui contient le nom d'une femme qui voudrait y témoigner dans cette cause. C'est qui cette femme? Bien sûr, c'est Heidi. Elle est entrée au tribunal, mais elle est complètement voilée. Alors le juge lui demande de se dévoiler, de se découvrir pour connaître son identité. Heidi, bien sûr, une fille intelligente, elle a présenté son acte de naissance pour que le juge s'assure qu'elle est la fille de Ali Pacha Tibella. Et elle commence à tout raconter à propos de l'affaire de Janine, à pleurer la pauvre, à se rappeler son père et sa mère, qu'il était victime de la méchanceté de Fernand et qu'il a causé la mort de son père et la mort de sa mère. Heidi ensuite se tourne vers Fernand et confirme que c'est lui qui était le responsable de la catastrophe qu'elle a eue, que c'est lui qui l'a vendue avec sa mère comme esclave, au lieu d'être une reine ou une princesse comme s'attendaient ses parents. Puis, elle révèle que sa mère, avant de mourir, elle assure que Heidi ne doit pas oublier la main qui se tend pour les vendre comme esclaves. Tout ça, c'est le témoignage de Heidi au tribunal devant le juge. Ensuite, elle a dit à sa fille qu'il y a une cicatrice sur cette main, une tache à la suite d'une blessure. Peut-être si quelqu'un est né par cette cicatrice Wahma. Et après avoir révélé l'histoire de cette cicatrice, on a remarqué que tout d'un coup, Heidi tire la main de Fernand, montre la cicatrice au juge. Fernand, devant son acte, il n'a pas pu renier la vérité. Il a avoué, mais il n'a pas pu supporter le scandale. C'est trop pour lui, à cette époque-là, de supporter tout ce scandale devant toute la société parisienne et devant sa famille. C'est pourquoi il a fait sortir de sa poche un revolver, il tire une balle contre sa tête et il est mort tout de suite au tribunal. Oh, qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Mercedes et Albert étaient certains que la fortune de Fernand était illégale. C'est pourquoi Mercedes a décidé de vendre les biens de Fernand, de donner l'argent aux pauvres. Et elle et son fils ont quitté Paris. Après, ils sont allés vivre ailleurs, loin, loin de tous ces événements douloureux et tristes. Et Dantès est très content d'accomplir la première vengeance. Ils seront tout de suite dans son château pour demander à Heidi de se libérer, pour donner la liberté à Heidi, pour la laisser vivre et choisir un jeune Parisien qu'elle aime de tout son cœur. Mais elle, à cet instant, elle a complètement refusé cette proposition. Et elle confirme au comte de Monte Cristo qu'elle n'a aimé au monde que lui et son père, qu'elle ne veut vivre auprès de personne que lui et son père.
Alors, c'est pourquoi elle refuse complètement de quitter le château du comte de Monte Cristo, de laisser le comte de Monte Cristo et d'aller vivre loin de lui. Et de cette façon, on a fini la vengeance et la première vengeance de Fernand. La prochaine vidéo, mes petits, je vais vous expliquer la vengeance de Danglars. Suivez-moi, soyez attentifs et vous allez bien sûr réussir brillamment avec Wafa Habib. N'oubliez pas de mettre like et subscribe. Merci.